Bienvenue dans Fonction publique, mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Bonjour Emilien. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça n'a pas été facile, Emilien. Tu es quelqu'un d'occupé, mais j'ai réussi, donc je suis ravie. Alors Emilien, la première question, c'est toujours la même. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Bien, je suis donc Emilien Ruiz, je suis historien. J'ai été pendant plusieurs années maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Lille. Et depuis 2018, je suis professeur assistant à Sciences Po Paris. Et je m'intéresse depuis mon master et ma thèse, en gros, donc depuis le milieu des années 2000, à l'histoire de la fonction publique et pendant plusieurs années, même si je ne m'intéresse pas qu'à ça, pendant plusieurs années à l'histoire du nombre des fonctionnaires. Et tu as écrit un livre, d'ailleurs, à ce sujet. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait une thèse sur la question. J'ai fait une thèse, en fait, sur l'histoire et la généalogie du premier recensement des agents des services publics. Donc c'est une thèse qui est à la fois une thèse d'histoire politique sur l'histoire de la fonction publique, l'histoire des politiques de la fonction publique et du nombre des fonctionnaires, mais aussi, ça c'est totalement absent du livre, c'est une histoire des conditions de comptage. Pourquoi on compte, qu'est-ce qu'on en fait, comment on compte, qu'est-ce qui explique qu'on ait des chiffres différents qui soient pas les mêmes quand c'est les finances ou quand c'est la fonction publique, par exemple, qui mesure le nombre des agents. Et j'ai tiré de ces recherches un livre, effectivement, qui est paru fin 2021, qui, en fait, est un morceau de la thèse, complètement étendu, puisque ma thèse s'arrêtait en 1949, et le livre va jusqu'à nos jours. Et j'ai recentré l'analyse sur les politiques du nombre des fonctionnaires, en étendant la réflexion à quelque chose de plus large pour arriver jusqu'aux années 2020. Ok, alors Emilien, moi il y a une question qui me brûle les lèvres, c'est la fonction publique, est-ce qu'elle est née en 1982 ? Moi, je suis né en 82. Et je crois Quelle jeunesse. Et je crois que la fonction publique existait déjà avant. Alors, en fait, la fonction publique, tout dépend ce qu'on appelle la fonction publique. Disons que la fonction publique telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle existe depuis 83-86. En gros, c'est le statut de la fonction publique tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire une fonction publique composée de 3 versants que sont l'État, la territoriale et l'hospitalière. Ça n'existe que depuis le milieu des années 80. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'agents qui exerçaient au niveau étatique, territorial et hospitalier avant, mais avant les années 80, on pourrait dire une sorte de première naissance de la fonction publique, celle de l'État en 1946, avec l'adoption du premier statut appliqué de la fonction publique, le statut général des fonctionnaires de 46. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de fonction publique avant ? Bien entendu, pas du tout. C'est juste que avant les années 40, avant le statut de 46 et en réalité même avant le statut de 41, puisque le premier statut avait été élaboré par le régime de Vichy, on était dans une gestion de la fonction publique qui était une gestion essentiellement jurisprudentielle, où, pour le dire très vite, chaque ministère organisait la gestion de ses agents comme il l'entendait. Mais bien entendu, en réalité, si on met totalement de côté ces dimensions de statut, ce qu'on pourrait dire plutôt, c'est que la fonction publique telle qu'on la connaît aujourd'hui, indépendamment du statut, elle existe au moins depuis la Révolution française, c'est-à-dire le moment où on met fin à la vénalité, à l'hérédité des offices, c'est-à-dire à partir du moment où tout le monde, avec beaucoup de guillemets, peut devenir agent public. Ouais, ce fameux principe d'égalité. D'accord. Et alors, ton livre s'appelle Trop de fonctionnaires. Du coup, alors, je l'ai lu, et il est hyper bien documenté, mais j'ai envie de te poser la question, du coup, Emilien, pourquoi trop de fonctionnaires ? Pourquoi est-ce qu'on entend toujours ça aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a vraiment trop de fonctionnaires ? Alors, c'est trop de fonctionnaires, point d'interrogation, le titre. Tout à fait. Et j'aime beaucoup l'image d'ailleurs qui est dessus. L'image est vraiment bien choisie. C'est une illustration de Chab où il y a écrit « Il faut pendre les fonctionnaires, mais les cordes coûtent trop cher à l'État ». Je trouve ça génial. Voilà.
Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires? En réalité, j'ai pas de réponse à cette question. Alors j'ai mon avis. J'ai un avis, j'ai une opinion, mais en tant que chercheur, j'ai pas de réponse, pas parce qu'on peut pas y répondre individuellement, mais parce que j'estime que c'est pas une réponse qui peut être individuelle. Donc, est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires? Ma réponse serait une question, ça dépend de la société qu'on veut. Et donc la vraie question du nombre, ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est qu'en fait la question du nombre des fonctionnaires n'est pas une question exclusivement budgétaire. Alors elle l'est bien sûr. La question du nombre des fonctionnaires, c'est la question des dépenses publiques bien sûr, mais c'est pas que ça. La question c'est ils sont où, pour faire quoi, quelle est la raison pour laquelle on les recrute, quelle est la raison pour laquelle leur nombre augmente. Et si j'en arrive à cette démonstration dans le livre, c'est parce que l'objet de mon enquête, ça a été d'essayer de comprendre pourquoi on avait toujours dit qu'il y avait trop de fonctionnaires. Quand je dis toujours, bien sûr, c'est une phrase qu'on ne dit pas quand on est historien, de tout temps, il a toujours existé, etc. Mais en revanche, ce que j'ai essayé de faire, c'est de regarder en remontant petit à petit, systématiquement, le plus loin possible, si on trouvait des dénonciations du nombre des fonctionnaires, et en fait on en trouve dès la Révolution française. Je suis pas Oui. médiéviste ni moderniste, mais des collègues médiévistes ou modernistes depuis m'ont dit, mais à notre époque déjà, à l'époque on étudie déjà, on pouvait dénoncer le nombre des officiers, de royaux, etc. Mais ce qui m'a intéressé moi dans l'époque contemporaine, c'était de voir que on a toujours dénoncé le nombre des fonctionnaires, mais toujours pour des raisons différentes, et très rarement en réalité pour des raisons budgétaires et plutôt pour des raisons politiques. Et c'est ça qui m'a D'accord. conduit à considérer que c'est une question politique, et je vois le politique comme quelque chose de collectif et de démocratique. Donc dire s'il y a assez ou pas assez de fonctionnaires, trop ou pas trop de fonctionnaires, ça ne peut être qu'un choix collectif de société. D'accord. Alors ce que tu mets aussi dans ton livre que je trouve intéressant, c'est que finalement, même pour compter le nombre de fonctionnaires, c'est difficile de dire que, on sait, mesurer l'évolution parce que le comptage, n'a jamais été le même et des fois c'est des choux et des fois c'est des carottes, hein. Pardon pour, pour l'image un peu, voilà, un peu enfantine, mais, la façon de compter n'a pas toujours été la même en plus. C'est ça exactement. C'est-à-dire qu'il y a, disons qu'il y a au moins deux choses à prendre en compte quand on s'intéresse au comptage, à la quantification, alors de la fonction publique, mais ça vaut pour n'importe quel phénomène social, hein. C'est-à-dire ce que l'on mesure, il y a deux dimensions essentielles, c'est comment on la définit. Quand on dit je mesure ceci, comment je définis le ceci. Donc pour les fonctionnaires, qu'est-ce que c'est un fonctionnaire? Il faut se mettre d'abord d'accord là-dessus. Et l'autre dimension, c'est comment on compte, avec quels outils, sous quel angle, etc. Donc si on reste sur la fonction publique, ça veut dire qu'est-ce que c'est la fonction publique, comment je définis les fonctionnaires, et ensuite avec quels moyens je les compte. Donc par exemple, même aujourd'hui, on peut avoir des évaluations différentes. Parce que Mmh. quelqu'un va dire les fonctionnaires, en utilisant ce terme-là comme un générique que tout le monde comprend en gros comme les agents publics. Et donc la personne qui va dire les fonctionnaires, ce sont tous les agents publics, eh bien en réalité, il va arriver à un nombre de personnes qui va être largement supérieur à ce que sont juridiquement les fonctionnaires, c'est-à-dire uniquement les titulaires du statut appartenant à la fonction publique. Et donc, les comptages, ils peuvent être différents rien que pour ça. C'est-à-dire, si je compte les contractuels ou pas, parmi les fonctionnaires, si je compte, en prenant des exemples d'aujourd'hui, les emplois aidés ou pas, parmi les fonctionnaires, si je compte au-delà de la fonction publique, mais que j'intègre au sens plus large les administrations publiques, les emplois non marchands, etc., on va avoir des évaluations différentes. Mais en plus, à cela s'ajoute la façon dont on compte. Est-ce que je compte des personnes travaillant effectivement dans la fonction publique, ou est-ce que je compte des équivalents temps plein, des emplois budgétaires? On va avoir des chiffres qui peuvent potentiellement varier. Et ça pose déjà des questions aujourd'hui, parce que ça veut dire que pour un même pays comme la France, on peut avoir des évaluations qui peuvent être différentes. Ça pose des questions aujourd'hui en termes de comparaison internationale, parce que en fonction des définitions dans les différents pays, on va pas compter de la même façon. Mais ça pose des problèmes dans le temps, parce que dans le temps long, ces définitions-là, elles peuvent aussi avoir changé. Par exemple, il n'y a pas de statut de la fonction publique avant 46, et pourtant il y a des fonctionnaires.
mais c'est pas la même définition. D'accord. Je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, c'est vrai que la question, est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires? Bah, en soi, ça elle veut rien dire de fait. Elle est pas assez bien posée et il y a autre chose que tu mets dans ton livre que je trouve très intéressant aussi. Bon, évidemment, je suis partie prenante, mais c'est quand tu parles des femmes et de la place des femmes dans la fonction publique, puisque j'ai cru comprendre qu'au début, bah, il y en avait pas et qu'elles sont arrivées après, mais sur des emplois bien définis. Alors, je vais dire dactylographie, pour l'essentiel. Corrige-moi, hein, si je reprends mal, mais et c'est marrant parce qu'encore aujourd'hui, bah, c'est sur la partie administrative qu'on retrouve, essentiellement, des femmes. Donc la continuité, elle est quand même là. Il y a une histoire aussi de la femme à travers la fonction publique que je trouve intéressante, que tu as repris dans ton livre. Oui, c'est vrai que, alors, ce qui est intéressant avec la question de la façon dont ça a été souvent décrit, et c'est un terme que je reprends dans le livre, c'est la question de la féminisation de la fonction publique ou la féminisation des administrations. Ce qui est intéressant, au-delà de toutes les questions politiques pour aujourd'hui qu'on peut en tirer, c'est que d'un point de vue historique, ça permet de voir aussi que la fonction publique a parfois été, disons, une sorte de moteur pour un certain nombre de choses. C'est-à-dire que dans la fonction publique, par exemple, quand on est en catégorie C, on est en général un petit peu mieux payé que dans le privé quand on est sur des emplois d'exécution, par exemple. Alors, là, je généralise un peu trop, hein, mais disons que on a comme ça des éléments où on se dit la fonction publique est un peu en avance sur le reste de la société. Sur la question de la place des femmes dans la fonction publique a été en retard. Elle a été en retard tout simplement parce que les emplois publics ont longtemps été interdits aux femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de femmes dans les emplois publics, mais ça veut dire qu'elles ont été pendant très longtemps cantonnées à certains emplois. Donc, ce qu'on sait globalement, si on remonte au milieu du 19e siècle avec des observateurs qui disent, comme Vivien, où les femmes ont le droit d'exercer, eh bien, en gros, c'est dans les manufactures de l'État, donc c'est à des emplois d'ouvrières, ou alors au poste. Et elles travaillent au poste. Donc, en fait, la plus vieille administration, entre guillemets, bon, depuis ça a été privatisé, mais la plus vieille administration dans laquelle les femmes avaient le droit de travailler en France, c'était les postes. Mais attention, elles n'avaient pas le droit de travailler partout dans les postes, puisque on acceptait que les femmes travaillent dans les postes. Elles pouvaient même être directrices d'un bureau, mais à la condition très importante qui est que ce ne soit pas dans une grande ville et que la rémunération soit inférieure à un certain niveau pour s'assurer qu'elles ne gagnent jamais autant que les hommes. Ça, c'est le point de départ. Et toute l'histoire, disons, du XXe siècle, du XIXe et XXe siècle, c'est la lutte des femmes pour d'abord avoir le droit de travailler dans les administrations et ensuite pour avoir des conditions égales de rémunération, de carrière, etc. Et effectivement, à partir du moment où elles commencent à avoir le droit d'entrer dans un certain nombre d'emplois, très rapidement, on les cantonne à des métiers qu'on a naturalisés comme des métiers féminins. Et tu citais les dactylographes, bah effectivement, un historien de l'administration qui s'appelle Guy Tullier avait parlé de la révolution féminine des bureaux au tournant 19e, 20e siècle. Et bah, l'un des exemples de cette révolution féminine avec des guillemets, c'est que à partir du moment où on a inventé la machine à écrire, qu'on a inventé des machines pour écrire et compter, on a considéré, quand je dis on, c'est les hommes en place à ce moment-là, que cela dévalorisait leur emploi, que ce soit des machines, et donc bah, si c'était dévalorisé, autant les donner aux femmes et moins les rémunérer. Et donc le principe, c'est que les premiers concours de dactylographes, c'est assez intéressant, en 1901, au ministère du Commerce, le premier concours pour rentrer dans l'administration et devenir un agent ou une agente qui s'occupe de dactylographie, c'est un concours de dames dactylographes. Donc d'emblée, on naturalise le fait que le travail administratif sur une machine, ça doit être fait par une femme. Je te cache pas que j'ai beaucoup grincé des dents, hein, avec ce que tu viens de dire et je pense que je serai pas la seule en écoutant, mais voilà, faut voir le verre à moitié plein. Il y a quand même du chemin qui a été parcouru depuis, mais c'est quand même, ça fait quand même mal d'entendre voilà, tout ça. Vaut mieux en rire. Il faut voir que cette façon de concevoir la place des femmes dans la fonction publique, en fait, c'est un reflet de ce qu'était la position des femmes dans la société. C'est-à-dire que Ouais.
ça est intégralement lié à des débats politiques et sociaux qui dépassent largement la fonction publique. C'est-à-dire que pour une grande partie des acteurs politiques, administratifs du début du XXe siècle, les femmes ne devraient pas travailler. Et ce qui est intéressant, c'est que disons que l'entrée des femmes dans la fonction publique n'a pas été pensée par l'ensemble de ses promoteurs comme quelque chose qu'on pourrait imaginer nous aujourd'hui comme quelque chose de féministe. C'est-à-dire qu'une grande partie des promoteurs du travail des femmes dans la fonction publique considéraient que, quitte à ce que certaines soient obligées de travailler, autant les mettre dans la fonction publique parce que c'était à leur hauteur, à leur niveau, parce qu'il faut voir les discours sous la Troisième République sur l'intelligence réceptive des femmes, leur capacité à appliquer les ordres, etc. Enfin, on est vraiment dans une logique où on se dit ça va correspondre à leur niveau, et surtout, une grande partie des acteurs de l'époque sont très inquiets de voir les femmes travailler dans des usines, en considérant que c'est des lieux de perdition, etc. Alors bien sûr, ce qu'il y a derrière aussi, c'est une crainte du syndicalisme, des mouvements sociaux, etc. Et on se dit autant plutôt les faire travailler dans l'État. Donc on est vraiment dans quelque chose qui renvoie à la fois à la vision assez largement partagée à l'époque de ce que devrait être la place des femmes dans la société, d'un point de vue général, et ça renvoie à énormément de débats, alors que je résume dans le livre, c'est un chapitre sur les femmes dans l'administration, mais ça renvoie notamment au débat sur la question de la maternité, sur l'assignation des femmes à la maternité, en fait, tout simplement, à la question des inquiétudes démographiques dans le contexte de la hausse des tensions avec l'Allemagne. Donc on est vraiment dans un moment où, en fait, ces questions-là sont... disons que, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais qu'il y ait un chapitre de ce type-là dans le livre, c'était pour moi une façon de montrer que la fonction publique n'est pas un monde à part. C'est-à-dire que la fonction publique, c'est un point d'observation des transformations de la société française, comme on pourrait en choisir d'autres, mais c'est un des points d'observation qui permet vraiment de voir beaucoup plus que uniquement des questions de statut administratif. Et là-dessus, je te rejoins complètement. Et en off, je t'ai demandé si tu acceptais que je lise la conclusion de ton livre. Donc là, je te repose la question, est-ce que tu veux bien que je la lise? Parce que, une partie, je ne vais pas lire toute la conclusion, juste le dernier paragraphe. Super. Je prends le livre. Parce que je la trouve extraordinaire. Comment substituer la raison démocratique à l'obsession? Au-delà d'une repolitisation du nombre des fonctionnaires, dans un contexte qui n'est malheureusement pas toujours propice à une prise en considération des sciences sociales dans l'action publique, il nous faut aspirer à un meilleur éclairage du débat public. Avec cet ouvrage, j'ai tenté d'y prendre ma part en proposant quelques instruments pour une meilleure compréhension de la fonction publique, des raisons de son développement et des conséquences à atteindre son éventuel amincissement. En commençant à travailler sur l'histoire de la fonction publique il y a plus de 15 ans, je fus frappée par le décalage qu'il pouvait exister entre l'image rébarbative qui se dégageait d'un tel objet et le sentiment que j'avais d'aborder des questions fondamentales pour mieux comprendre le monde qui m'entourait. En 1954, Roger Grégoire expliquait déjà mieux que je ne saurais le faire que l'étude de la fonction publique présente un intérêt qui déborde largement le cadre administratif. Elle permet de dégager d'un exemple précis certains aspects généraux de la vie sociale contemporaine. Au terme de notre voyage, à travers l'histoire de l'obsession française du nombre des fonctionnaires, si une telle idée ne vous paraît pas trop saugrenue, alors elle valait bien un livre. Et j'avais envie de rajouter un podcast. Merci beaucoup, Émilien. Merci à toi. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.